Vikinger, la mise en place. Alors tout d'abord, commençons par le plateau de jeu. 24 cadrans, face cachée. Je rappelle que les Vikings étaient un peuple d'explorateurs, de conquérants, et donc le côté face cachée permet de redonner du sens au mot exploration chez les Vikings. Au centre, vous aurez donc la haute mer, où vous placerez pour chacun des clans 2 dracars. Là, j'ai pris un exemple de 3 clans. Et petit rappel, interdiction de se poutrer quand on est en haute mer. Sinon, pampon cucu. Après, ici, j'ai fait une petite boîte où j'ai toutes les pièces d'or. Ici, toutes les flammes. Donc les petites flammes servent juste quand vous attaquez un lieu et que vous avez gagné le combat. En posant la flamme sur le lieu, il interdit aux autres joueurs de venir dessus. Le lieu est perdu. Ici, vous avez les cartes de haute mer. Voilà. Donc, si vous réussissez, il peut y avoir des bonus. Si vous vous loupez, ça peut être du négatif jusqu'à la perte d'un drakkar. Ici, vous aurez les quêtes mythiques. Alors celles-là, elles sont intéressantes à voir. Il y a des avantages. Ces cartes-là sont prévues pour la fin du jeu. Vous voyez une belle roue solaire. Et si vous réussissez, vous avez gagné la partie. Sinon, vous avez perdu. Dans la poche, en fonction du nombre de joueurs que vous serez, vous mettez des jetons. De 1, là j'ai sorti le jeton 2, là à 3, et ça sera un tirage en aléatoire. Donc je trouve que cette mécanique est quand même assez sympa, parce qu'on ne sait jamais qui sera le premier joueur. Ici, vous avez le plateau de runes, qui sert uniquement à vos lancers de runes, et c'est ce qui fait l'une des mécaniques du jeu que j'ai trouvé fort intéressante, que je vous expliquerai dans les règles. Donc, si nous parlons un peu de ce plateau rapidement, donc vous avez tout autour des runes, si vous faites bien attention, et là, la fameuse roue solaire. Vous avez jusqu'à 10 runes au total, mais je vous rassure, peu importe ce qui est noté sur les runes, hein, elles ont toutes le même effet. Maintenant, passons au plateau de joueur et ce que le joueur possède en débutant la partie. Il a 5 avant-postes. Quand il place un avant-poste, ça lui rapportera une pièce d'or. Donc c'est intéressant. Rappelons aussi que les Vikings aimaient bien avoir pas mal de brousouf, pépettes, argent. Après, comme vous avez placé sur le plateau, enfin sur la haute mer, de drakkar, il vous en reste 3. Vous pourrez en utiliser jusqu'à 4 durant la partie. Le 5e drakkar ne pourra être gagné que par un joueur, et il faudra qu'il trouve la carte Kraken. Si vous battez le Kraken, votre récompense est de pouvoir avoir jusqu'à 5 drakkars durant la partie. Très intéressant. Vous aurez aussi, grâce à ces contrôles, rectification que je mets dans le bon sens, à ces contrôles de temple, voilà, la possibilité d'ajouter une rune à chacun de vos lancers. Et si vous possédez 2 contrôles de temple, vous aurez droit jusqu'à 7 runes maximum. En règle optionnelle, donc il faudra vous tous vous mettre d'accord en début de partie, le choix entre
2 pouvoirs de chef de clan. C'est-à-dire que chaque joueur recevra deux cartes et il devra en choisir une. L'autre, il devra la remettre dans la bobette. Et l'effet de la carte, c'est une fois par tour, si ma mémoire ne me trompe pas. Après, là, vous aurez une carte qui vous récapitule un peu sommairement tout ce qu'il y a dans le jeu. Après, vous aurez le plateau de joueurs. Comme vous voyez, il y a 8 exploits dessus. À chaque fois que vous monterez d'un cran un exploit, vous irez chercher un cube dans votre boîte et vous le placerez à l'endroit le plus bas. Puis, quand vous recréerez le même exploit, vous le remonterez d'un cran. C'est tout simple. Mais ceci, je le réexpliquerai plus en détail dans les règles. Maintenant, je vais faire place aux règles. À de suite. Le plateau de joueurs est composé de 8 exploits. Pour chacun de ces exploits que vous réaliserez, vous mettrez, en partant du bas vers le haut, un token d'exploit. Puis, si vous renouvelez l'exploit, vous remontez votre token. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir un exploit. Voilà. Maintenant, détaillons ce que sont chacun des exploits. La coupe du valeureux, ici, n'est pas compliquée. À chaque fois que vous perdez un dracard, vous mettrez un token et vous le remonterez. La coupe du damné. Là, je vais faire un petit exemple et m'arrêter quelques secondes histoire de vous expliquer le principe. Donc là, mettons, pour l'exemple, vous avez quelques points d'exploit. Vous comptez par rapport aux exploits où vous avez vos points, le nombre que cela fait. Donc ici, vous avez 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Si vous êtes le dernier, c'est-à-dire que vous n'ayez un minimum de 5 points, que les autres ont plus de points, à ce moment-là, la coupe du damné, qui est ici, voilà, donc vous mettrez 1 point. Et rebelote, si vous êtes de nouveau dernier, vous remettrez 1 point. Sauf en cas d'égalité. J'expliquerai à ce moment-là, un peu plus tard dans la vidéo, comment ce qui se passe. La coupe du richissime, c'est pas compliqué. À chaque fois que vous achetez un trésor, vous mettez un token. La coupe du stratège, à chaque fois que vous détruirez une place forte, vous mettrez un token. À chaque fois que vous détruirez un lieu de culte qui s'appelle la coupe du pilleur, vous mettrez un token. Pour les villes, c'est la coupe du conquérant. Pour les quêtes mythiques, c'est la coupe du héros. Et quand vous poutrerez un dracard, vous, en cas où vous n'ayez pas le choix, vous mettrez un token parce que vous avez détruit un dracard, ce qui s'appelle la coupe du sanguinaire, et votre adversaire à qui vous aurez détruit un dracard mettra un token dans la coupe du valeureux. Une fois que vous avez vos 3 exploits, à ce moment-là, on va vers une course de rapidité. Car soit vous êtes tout seul, soit vous avez fait vos 3 exploits parce que vous avez défini 3 exploits en début de partie. Ici, vous avez l'hémisphère nord, ici l'hémisphère sud, et ici les chutes. Il vous faudra
de l'hémisphère nord aller vers l'hémisphère sud, puis aller sur les chutes. Pour savoir ce qui se passe au niveau des chutes, il faudra voir la suite de la vidéo. La règle des runes, qui est l'une des règles les plus importantes du jeu, vu que c'est avec ceci que vous ferez les combats ou les actions. Donc les actions, c'est par rapport au fait de résoudre ce qu'il y a sur les cartes. Et les combats, cela peut être combattre en Drakkar ou bien l'un des divers lieux. Donc, vous avez le village, la ville, le lieu de culte, la place forte, la quête mystique et le temple. Comme vous pouvez le voir sur la petite carte, vous avez les runes du défenseur et le bulletin en cas de victoire. Voilà. Donc, en ce qui concerne le lancer, il peut être contesté dans deux cas. Soit vous avez mis moins de 10 cm par rapport au plateau, parce que la hauteur minimum est d'environ 10 cm, soit lorsque vous avez jeté une rune est partie en retard comme je viens de le faire. À ce moment-là, le dé sera relancé. Le jet de rune sera à refaire. Maintenant, je vais vous faire un bon jet de rune. Voilà, on secoue bien, on lance, voilà. Alors, on regarde d'abord toutes les runes qui sont valables. La rune qui est ici est en dehors du plateau de runes. Donc le plateau se limite juste au cercle, au rond marron. Voilà. Cette rune-là n'est pas bonne. De même, si la rune était arrivée à cheval sur le plateau et l'extérieur, à ce moment-là, vous l'enlevez. Par contre, il se peut que des fois, elle soit en limite. Vraiment en limite de chez limite. À ce moment-là, vous regardez ensemble. Nous, c'est ce qu'on a fait lors des parties. Et franchement, c'était tellement limite que ça passait. Donc en limite de bordure de truc, à ce moment-là, nous on avait validé. Maintenant, comment calculer les points des runes qui sont à l'intérieur? Alors, face visible, ça vaut 1 point. Face cachée, ça vaut 0. Si ça arrive sur la tranche, ça vaut 3 points. Si ça arrive vertical, c'est une victoire immédiate. À savoir qu'un attaquant et un défenseur, ça s'est vu lors de mes parties, des 2 parties que j'ai fait en partie découverte avec 7 personnes qui ont apprécié le jeu. Et ben, croyez-moi, j'ai vu le défenseur faire une victoire immédiate, alors que l'attaquant venait de faire une victoire immédiate. Dans ces cas-là, quand il y a égalité, c'est toujours le défenseur qui gagnera la partie. J'ai fait l'essentiel de la règle des runes. L'activation des Drakkar. Alors, c'est une phase qui se fait en 2 parties. Dans un premier temps, le mouvement. Dans un deuxième temps, l'action. Si vous souhaitiez faire l'action avant le mouvement, vous perdez de facto le mouvement. Et à savoir que vous jouez vos Drakkar. Chaque Drakkar joué, vous inclinez le Drakkar, votre deuxième Drakkar, et après c'est au joueur suivant de jouer ses Drakkar. Ceci dit, donc ici vous avez le liseré qui délimite la frontière de la haute mer et décadent. Vous allez donc piocher une carte. 1, 2, 3, voilà. J'en ai choisi 3 hein, pour vous montrer les différentes petites choses, parce qu'il y a 3 types de cartes. Tout d'abord, la carte Bonne Étoile et d'autres cartes qui portent un nom différent. Il y a
quelque chose qui vous est demandé sur la carte, vous l'exécuterez le moment venu. En haut, il n'y a rien. Ça veut dire que, quand vous avez tiré ce type de carte-là, vous avancez votre drakkar. Je vais le mettre ici pour la petite histoire, je retournerai après le cadran. Et c'est tout. Ici, vous avez un monstre marin, et là, un événement. Sur cette partie gauche de la carte, vous avez le nombre de runes que le défenseur, qui utilisera la carte, devra lancer. Dans le cas de la défaite, pour le monstre marin, votre drakkar sera détruit. Dans le cas de l'événement, que j'ai tiré ici, ceci est une immobilisation de drakkar. En gros, lorsque vous avez perdu, vous couchez votre drakkar et vous attendrez le tour prochain pour redresser votre drakkar. Donc, je considère que j'ai réussi. Je prends cette carte-là. Je retourne. Et si sur le cadran il y a des choses à faire, vous pouvez lancer votre phase d'action. Vous faites votre action, vous couchez votre drakkar, puis au drakkar suivant. Autre type de mouvement que vous pouvez faire, c'est donc aller sur une en partant du cadran déjà exploré, où vous venez de retourner, aller sur un autre cadran. Vous n'êtes pas obligé de partir de la haute mer pour découvrir vos cadrans. Et vous allez ici, vous faites votre action, vous couchez votre drakkar, ainsi de suite. Autre type de mouvement, de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Alors, ce n'est pas compliqué. Le nord, c'est là où vous avez la petite flèche. Le sud, c'est là où vous avez la fin du monde. Donc, du cadran de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud, il y a un petit liseré. Ici, c'est ce qui fait la frontière. Ici, vous pouvez passer sur ce cadran-là vers le sud parce qu'il y a un passage. Ici, vous n'avez pas de passage pour aller du nord vers le sud. C'est encore une façon de se déplacer. Ici, vous aurez, je vais reprendre le cadran pour que vous voyez bien. Ici, vous avez ce qu'on appelle une place forte. Vous devrez soit attaquer la place forte, soit payer 2 pièces d'or. Payer 2 pièces d'or vous permettra de pouvoir attaquer soit une ville, soit un lieu de culte, soit un village, soit une quête mythique. Par rapport au cadran où il y a la place forte, bien sûr. Soit vous permettre d'avancer. Dans le cas où vous n'avez pas d'argent, ben vous n'avez pas le choix, vous devez poutrer directement l'avant-poste. Sinon, ben je pense que vous pouvez coucher votre drakkar et attendre que ça se passe. Voilà. Donc, mettons qu'on a détruit l'avant-poste, pour être tranquille là, une petite flamme. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez vous déplacer par ici. Et là, ici, vous avez un tourbillon. Voilà, ici. Et donc, le dit tourbillon vous permet de vous déplacer vers un autre tourbillon. Comme celui qu'il y a en haute mer. Ou alors, sachez qu'il doit y avoir 3 ou 4 cartes, 3 ou 4 cadrans qui ont les tourbillons. Ce qui veut dire que lorsqu'ils sont découverts, vous pouvez passer d'un endroit A à un endroit B, comme si c'était un tunnel. Ou un raccourci. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Les chutes. Alors, il est préférable de faire les chutes de bout du monde quand on a fait la totalité de ces exploits. Si vous êtes limité à 3 exploits, donc une fois que vous avez fait vos 3 exploits finis complets, vous vous dirigez vers le sud et vers les chutes. Et après, vous aurez 2 types de cartes. Celle-ci, qui impliquera un combat. Si vous réussissez le combat, donc à savoir que ça sera un combat à 5 runes pour le défenseur,
votre drakkar, vous l'inclinez, il n'est pas détruit. Mais ça indiquera qu'ici, il y a une chute. Et la carte, vous devrez la laisser active jusqu'à la fin de la partie. Dans le cas où vous perdiez le combat, le drakkar sera détruit parce qu'il est marqué une tête de mort. Deuxième cas, cette carte. Quand vous avez fait vos exploits et qu'elle a été piochée, qu'elle a été posée, la partie s'arrête automatiquement. Dans le cas contraire, vous avez préféré prendre un peu d'avance, comptez sur la chance, et à ce moment-là, même si vous n'avez pas vos 3 exploits, vous posez votre drakkar dessus, vous le mettrez en mode couché, en attendant que ça se passe, et quand vous avez fait vos 3 exploits, ça mène à une victoire automatique. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. La deuxième phase de l'activation des drakkars s'appelle l'action. Donc, il peut y avoir un mouvement supplémentaire. Vous venez de partir de cette zone-là pour arriver ici, et vous dites, moi je veux aller ici. Vous n'aurez pas besoin de vous attarder sur la zone. Votre action sera tout simplement de faire un mouvement supplémentaire, et vous couchez votre drakkar. Après chaque action, vous couchez votre drakkar. Je le rappelle, c'est une obligation. Après, ici, nous avons donc la construction d'un avant-poste qui peut se faire soit sur un lieu de culte, c'est simple, vous avez une croix au-dessus du bâtiment, soit sur une ville. Donc c'est pas compliqué, il y a un petit drapeau au niveau de l'ensemble des bâtiments. Donc vous mettez votre petit avant-poste sur la ville, voilà, comme ça, ou debout comme ça, voilà, qui indique que c'est votre avant-poste et que à chaque fin de tour, dans la zone du tour, vous gagnerez une pièce d'or. J'expliquerai ça ultérieurement. Si j'avais dû construire une ville, un avant-poste ici, comme il y a une place forte, j'aurais dû m'acquitter de 2 pièces d'or pour faire la chose. Donc tant qu'il y a un avant-poste, il y a toujours une place forte, il y a toujours un inconvénient. Voilà. Après, donc je décide de passer par là. Il y a un bateau. Donc je vais devoir attaquer mon adversaire. C'est pas compliqué. Je le fais le lancer de rune. Et celui qui a le meilleur résultat gagne, celui qui a le plus mauvais résultat perd. Ce n'est pas considéré comme une action. Parce que c'est un combat automatique. Nous aurons donc le pillage d'un village de pêcheurs. Quand vous arrivez, c'est simple, hein, vous prenez une flamme, vous brûlez le village. De manière, tous les lieux que vous pillez, vous les brûlez. Quand il y a une flamme d'installer, c'est-à-dire que le lieu est inaccessible après. Et vous récupérez, pour le petit village, une pièce d'or. Pour les villes, ici, et les lieux de culte, ici. Dans ces cas-là, il vous faudra faire un combat. Je vous rappelle que je vous ai présenté cette carte-là plus tôt, avec pour la défense et les bonus que vous avez. Donc, dans ces cas-là, vous défendez ces 2 lieux-là, quel que soit le lieu, hein, que ce soit la ville ou le lieu de culte. À 4 runes, si vous gagnez, le lieu est brûlé, donc plus personne n'y aura accès. Je mets pour les deux, hein, normalement c'est un lieu que vous faites. Hein. Donc soit l'un soit l'autre. Et vous gagnez 2 pièces d'or. Dans le cas où, bien sûr, l'un des 2 lieux soit sur une place forte, faudra d'abord soit payer un droit de passage de 2 €, soit poutrer la place forte, et après vous occuper des divers lieux qu'il y a dessus. Donc le mieux c'est d'abord de se débarrasser de la place forte en arrivant, et après s'occuper de la zone. Tac, 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 tac. Après, nous avons donc
les lieux mystiques, ici. C'est toujours un petit rectangle avec une rune de dessinée sur la carte. Donc par rapport à ça, donc je vais vous montrer ça rapidement. Hop là, voilà, vous voyez ici. Ça, c'est un lieu de rencontre pour les quêtes mythiques. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis mystique depuis tout à l'heure. Donc ici, vous tirez une carte verte. Voilà. Il y a un effet. Voilà. Hop, je vais retourner plutôt comme ça. Voilà. Et donc, il y aura 5 runes de combat. Si la bête gagne, votre Drakkar est détruit. Si vous gagnez, la carte, vous la prenez avec vous. Soit c'est un effet permanent, soit c'est un effet à usage unique. Et dans le cas où vous n'avez pas réussi à détruire la carte mythe, vous la mettez au niveau du cadran. Ici. Au niveau de chaque cadran, comme ça indiquera qu'il y a une bête à détruire. Vous ne pouvez pas la remettre dans la pioche. Et en fonction de quand vous aurez utilisé l'effet, vous pourrez la remettre dans la pioche à ce moment-là. Il ne nous reste plus qu'à voir le contrôle d'un temple. Donc le contrôle d'un temple, c'est pas compliqué. C'est ce que j'avais dit. C'est un petit marteau de Thor là. Voilà, ici. Un beau petit marteau de Thor. Dessiné à la sauce viking, voilà. Ben pareil, hein, là, donc si vous avez pas de, comment ça s'appelle, de place forte, hein, vous mettez, on va prendre plutôt en noir, voilà, parce que j'ai sorti un contrôleur de temple, voilà. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. L'avantage que cela, c'est qu'avec un contrôle de temple, vous n'avez plus 5 runes de lancer, mais 6. Donc c'est un avantage correct. Donc si vous arrivez à placer votre deuxième contrôle de temple, vous passerez à cette rune. Donc c'est quand même, je pense, un beau bonus qui vous est accordé. Et à savoir que les lieux de temple ne peuvent être détruits. Ce que je voulais dire, j'avais oublié pour les avant-postes que vous en avez un total de 5. Et que dès que vous avez posé vos 5 postes, vous pouvez en détruire un si vous voulez le replacer ailleurs. Et à savoir que aussi vos adversaires peuvent venir s'en prendre à vos avant-postes si vous n'êtes plus sur la zone. Libre à eux de détruire vos avant-postes ou ne rien faire. Les 3 phases qui suivent se jouent en simultané. On va commencer par la phase de commerce. Elle est simple. En fonction du nombre d'avant-postes que vous avez, vous récupérez une pièce d'or. Alors, rouge a 2 avant-postes, il récupère 2 pièces d'or. Noir a un avant-poste, il récupère une pièce d'or. Blanc a un avant-poste, il récupère une pièce d'or. Et je me suis trompé entre blanc et rouge. Fin de la phase de commerce. Phase de construction de Drakkar et de trésors. C'est pas compliqué. Il se peut que durant la partie, on se soit fait poutrer des Drakkar. Et que, comme blanc, on ait un exploit de fini. Ce qui veut dire que pour tout Drakkar poutré, détruit lors d'un combat, on a un achat c'est gratuit. Donc, Noir s'était fait poutrer un Drakkar, il en récupère un gratuitement. Blanc, lui aussi, a perdu un Drakkar suite à un combat, il le récupère gratuitement. Mais, comme il est le seul à avoir fait un exploit, il aura droit de mettre un 3e Drakkar. Et à ce moment-là, il devra s'acquitter de 2 pièces d'or par Drakkar supplémentaire pour prendre certainement l'avantage. Alors pourquoi
lorsqu'un de vos dracars est détruit, vous pouvez l'avoir gratuitement. Tout simplement, il se peut que assez rapidement dans la partie, vous n'ayez plus de dracars. Et si vous n'avez pas d'argent pour acheter un dracar, il est clair que vous ne pourrez pas continuer la partie. Et c'est pour cela que le créateur du jeu a pensé à cette petite aide pour que tous les joueurs puissent rester jusqu'à la fin de la partie. Donc je trouve que c'est vraiment sympa de la part du créateur. Par contre, si j'ai bien lu les règles, en ce qui concerne cette action gratuite, elle n'est valable que pour un dracar. Donc nous avons vu pour les dracars, maintenant l'achat d'un trésor. Ce n'est pas compliqué. On va dépenser 3 PO, 3 pièces d'or. On va aller les mettre dans la petite cagnotte ici. Voilà, la banque. Et après, l'on augmente dans notre exploit de la Coupe du Richissime. Voilà. Là, on a fini la 3e phase. La 4e phase qui est la phase de maintenance. C'est-à-dire qu'on redresse tous ces dracars qui étaient couchés normalement. Une fois que tous les dracars sont couchés. Maintenant, on va compter qui est le dernier du tour. Pour calculer le dernier du tour, je vais prendre ceci. Là, pour chaque exploit, vous avez des trous, qu'on appellera des points d'exploit. Ici, ça vaut 0, ça vaut 1 point. Ici, 2, et là, 3. Sur ma coupe du richissime, j'ai 3 points d'exploit. Pour ma coupe de stratège, j'ai 2 points d'exploit, 1, 2. Sur le deuxième, donc sur le joueur noir, il n'y a que 3 points d'exploit. Et le blanc a fait 4 points d'exploit. Donc noir sera automatiquement premier joueur. Donc on lui donne directement le jeton de premier joueur. Je rappelle que les jetons de joueurs, on les garde tout au long de la phase, pour savoir qui est premier, deuxième et troisième joueur. Et seulement à la fin, on les remettra dans le paquet. Voilà. En cas d'égalité, on remet tous les jetons, si on fait une partie à 3, on remet les 3 jetons dans le paquet. Et donc, comme on peut très bien avoir une égalité, ce qui s'est produit au cours de mes parties, on met les 3 jetons de joueurs présents dans le sac. Et on essaie, enfin on attrape un des jetons, ici présent, on le met à côté de soi et on regarde. Là, il a fait 1, mettons que le joueur rouge et le joueur noir étaient les deux ceux qui avaient le moins d'exploits. Le joueur B, le joueur noir, a le truc 3. Donc, ce sera rouge qui a récupéré le jeton 1, qui sera premier joueur. Pour les 2 autres joueurs, c'est pas compliqué. Maintenant, on définit l'ordre des autres joueurs présents pour la partie. Et donc, à ce moment-là, ils tireront un tour de rôle dans le sachet pour savoir qui est de nouveau le premier, dans quel ordre va se dérouler le tour. Voilà. Ça, c'était pour les règles. Maintenant, il faut savoir qu'il existe des règles optionnelles sur le jeu. La première d'entre elles, qui peut être définie au début de partie, c'est que on accorde à chaque joueur le droit d'avoir un pouvoir de chef. Il devra choisir entre deux cartes de marteau de Thor. Donc, il les regarde tranquillement, et en fonction, il choisira celle qui l'avantage le plus. Et l'autre, il la remettra dans la boîte. Et cet avantage est normalement un avantage unique par tour de jeu. C'est-à-dire qu'il pourra utiliser une fois sa carte par tour de jeu. Maintenant, il y a une variante des règles pour la fin de partie. Elles sont au nombre de 2. La première, c'est que de ce tas, vous n'allez laisser qu'une carte Valhalla en jeu. Toutes les autres cartes Valhalla du paquet vont être retirées. Je pense que ça c'est pour un mode expert ou pour vraiment pimenter la partie. Pour cette variante de deuxième règle, toutes les zones de fin de jeu comme ici sont des portes de Valhalla. Il vous suffira de réussir un lancer d'une difficulté de 5 runes
Et à ce moment-là, si vous le réussissez, vous gagnez. Donc je pense que c'est une variante pour... la deuxième règle est une variante pour les débutants. La vidéo touche à sa fin. Vous avez vu le déballage, la mise en place, les règles du jeu Vikingar. Moi je le trouve très bien, après avoir fait 2 parties avec des amis. Prochainement suivra une vidéo du jeu, pour vous montrer vraiment toutes les mécaniques et explications complémentaires. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, petit pouce rouge. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai, comme à chaque fois. Si vous voulez voir la partie que je ferai, n'hésitez pas à vous abonner. Et ben sur ce, bonsoir à tous et je vous dis à bientôt.